Bonjour Annabella. Bonjour Jean-Michel. Donc Annabella Cardoso, vous pratiquez la transcommunication depuis combien d'années? Depuis 1996, 97. 97. 97-18. Alors, il y a combien d'années 14 14 ans. 14 Oui. ans, presque 15 ans. Et dans quelles circonstances vous avez été amené à commencer l'expérimentation? Vous étiez intéressé déjà au départ par le paranormal ou vous avez eu une circonstance bien particulière qui vous a obligé à... Les deux choses. J'ai eu des pertes de personnes et des animaux que j'aimais beaucoup. Et alors ça m'a blessée vraiment. Alors c'est quand j'ai commencé cette quête, disons. Et après j'ai trouvé un livre qui racontait les expériences des Archfischbach au Luxembourg. Et c'était mon premier contact avec la TCI. Mais j'ai trouvé ça tellement délirant, pour vous dire la vérité, que j'ai pensé non, ça c'est pas possible. Parce que si c'était vrai, ce qu'ils disent ici, tous les journaux du monde devraient en parler. Je disais ça c'est drôle quoi, c'est pas possible que ça existe et tout ça. Alors c'était comme ça. Et après j'ai commencé, oui, à expérimenter et à avoir des résultats quoi. Vous avez commencé toute seule ou avec un groupe? Avec un très petit groupe, mon ami Carlos Fernandez, qui est un écrivain et un chercheur du paranormal, intéressé à la TCI, surtout à la TCI parce qu'il a une formation en électronique. D'accord. Avec Carlos Fernandez et avec une amie qui avait perdu son seul fils ici en Galicie. Et nous sommes commencés les trois. Nous avons cherché la vie d'un père jésuite à Madrid, le père Pilon, qui connaît très bien le père Brune. D'accord. Nous sommes allés à Madrid. Lola, c'est le nom de mon amie, et moi et son mari, sans lui parler de la TCI. Oui. Hein, rien. Nous avons dit un petit peu de Lola et elle avait essayé de se tuer 3 fois déjà. Elle était dans un état misérable, cette dame. Alors nous lui avons dit, alors nous avons ce problème, c'est un vrai drame et tout ça. Et c'est lui qui a dit, et pourquoi pas essayer la TCI? Oui, c'est étonnant hein, qu'un prêtre dise ça. Et c'était le père José Maria Pilon, qui est très connu, parce qu'il a beaucoup écrit sur le paranormal. Il vit encore, mais peut-être 95 ans ou 92 ans, quelque chose comme ça. Ça conserve, c'est comme l'égyptologie, ça conserve. Les égyptologues vivent très vieux. Comme Carlo Traina et comme Ernst Senkowski. Comme Senkowski, pareil. Et Carlo Traina, non Je ne le connais pas. Ah, il est un grand chercheur. D'accord. Je publierai dans ce numéro de l'ITC Journal seulement une partie, parce que c'est très long, on continuera à le publier, d'un article de Traina qui c'est méticuleux, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Oui, parce que d'expérimentatrice, vous êtes devenue acteur directement, puisque vous avez publié une revue trimestrielle. Ah oui, c'est vrai. C'était et puis un livre aussi. Et puis un livre, avec un exemple avec des voix, oui, c'est vrai. Le ITC Journal, j'ai commencé dans l'année 2000. Oui. Parce que j'ai pensé que j'avais tellement de résultats et tellement de choses que je devais partager ça. Alors vous le partagez. C'était l'idée. Oui. Alors vous le partagez, vous êtes portugaise, vous vivez en Espagne et vous publiez en anglais. Oui, c'est compliqué, oui. Alors, pourquoi? Parce qu'on avait besoin de savoir sur la TCI au monde de langue anglaise. Ça veut dire aux États-Unis, il y en a et au Royaume-Uni et en Australie, parce que après ces mauvaises études, très mauvais à mon avis, de David Ellis
sur le travail de Raudive, qu'il a souillé, n'est-ce pas? Oui, elle l'a détruit complètement. Qu'il a, pas complètement, détruit, mais il a souillé le travail de Raudive, qui est un grand travail, à mon avis. C'est resté comme ça, au pays de langue anglaise. Et j'ai dit, on a besoin qu'il sache quelque chose. Malgré George Mick, malgré Sarah Estep. Malgré George Mick et malgré Sarah Estep. Parce qu'il se mouvait dans un... George Mick, non, à son temps, c'était bien. Mais il y a beaucoup d'années déjà. Oui, il est décédé il y a longtemps déjà. Et Sarah Estep était dans un autre niveau intellectuel, et moi j'ai voulu comment on dit, diriger, mais monter un peu le niveau quelque part. Oui. On va dire. Au niveau des parapsychologues qui ne sont pas très ouverts du tout, comme peut-être vous le savez. J'ai remarqué. Oui, vous avez remarqué ça à la TCI. On fait un petit peu attention. Pour eux, ça n'existe pas même. Oui, ça n'existe pas pour eux. C'est triste, hein? C'est triste, non, c'est la preuve qu'ils ne réfléchissent pas et qu'ils ne regardent pas avec objectivité les phénomènes. Exactement. Parce que l'interprétation, on peut la discuter, mais les faits, on peut les contrôler. Exactement. Exactement. Donc, si ça ne le phénomène existe, l'interprétation, on peut la discuter, mais c'est comme si le phénomène n'existait pas. Oui, parce qu'ils sont dans l'idéologie avant d'être dans la recherche et dans la technique et la pratique. Comme toujours, non? Comme beaucoup. Voilà, donc ce sont souvent des parapsychologues de canapé. Des canapés, voilà, exactement. Ils font de la recherche sur leur canapé, en lisant des livres et en disant « Ah, ça doit être comme ça ». Vous savez qu'à propos de canapé, dont nous avons parlé il y a quelques minutes seulement, quelqu'un, il ne faut pas dire le nom, qui était ici dans le dernier congrès, où dans ma présentation, j'ai fait écouter une voix de David Fontana qui demandait à mes communicateurs de répéter après lui quelques mots en anglais. Il parlait avec moi en portugais. Et David a dit « Rio do Tempo ». Soudainement, ça me dit rien du tout. Je ne savais rien. Vous le trouverez dans le CD. Oui, dans le CD, oui. Et David était là avec moi, il a dit « Rio do Tempo, can you say how are you ?» Et moi, je n'attendais pas ça du tout. J'étais en suspens, j'ai dit « Et mon Dieu, et maintenant, s'il ne dit pas, qu'est-ce qu'il va penser ?» Oui. J'ai dit « Oh mon Dieu, ça va, mon cœur !» Après quelques secondes, 30 je crois, la voix dit « How are you ?» Oh, je vois parce que, oh mon Dieu, vous pouvez m'écouter, rire. Moi j'étais vraiment heureuse. Alors j'ai fait écouter cette voix, entre autres, dans le congrès. Il y avait quelqu'un là que vous connaissez bien et qui dit que la TCI, non, qu'il n'appuie pas l'interprétation de la survie. Et moi, je ne suis pas spiritiste. Moi, je ne suis pas spiritiste, ni spiritualiste, ni rien de ces choses. Mais la survie, c'est ce qu'ils nous disent. Oui, c'est ce qu'ils disent. C'est le renvoi des voix. Oui, c'est ça. Alors, il était dans l'assistance. Il a fait une présentation, ce monsieur que vous connaissez. Et après, on lui a dit, mais alors, vous avez écouté, vous ne comprenez pas les autres voix en portugais, mais vous comprenez quand la voix a dit tellement haut à David, « How are you ?» parce que la voix parle comme ça, « How are you ?» Et il a dit, « Peut-être », il a dit, ce monsieur-là. Alors, parce que quand on ne veut pas voir... On ne voit pas. C'est comme l'histoire des navires des Portugais et des Espagnols qui sont arrivés en Amérique, les bateaux, non? Et les Andes. Les Indiens, les indigènes ne les voient pas, ne le voyaient pas. Ben non, parce que ça n'existait pas dans son univers mental. Alors ça, c'est compliqué, hein, ces choses. C'est compliqué. Donc vous faites connaître surtout donc, dans les pays de langue anglaise votre revue. Oui, il y a aussi Il y a des passages en espagnol aussi, j'ai vu ça.
Très peu, mais il y a parce que les Espagnols ne connaissent pas beaucoup les autres langues, mais ils ne sont pas très intéressés à une chose très sérieuse. La DC Journal, c'est une publication très sérieuse. Bon. Alors, il y a des gens en Allemagne, en Suède, en beaucoup de pays, au Royaume-Uni et bon. D'accord. En Espagne, au Portugal. Vous avez beaucoup d'abonnés? Pas tellement, non. Je pourrais en avoir beaucoup plus si je baissais le niveau. Oui. Ça, c'est clair. Oui. Je le sais parfaitement. Mais je ne veux pas faire ça. Mettre la photo d'une vedette ici. D'une quoi? Une vedette. Le showbiz. Chanteur. ou un papillon. Un papillon, oui. Bon, c'est moi. Moi, je suis méchante aussi. Non, bon, pardonnez-moi. Mais si je voulais, évidemment, j'aurais beaucoup plus Bien sûr. de souscripteurs, évidemment. Mais je veux pas, je veux le laisser comme ça, alors. Ça reste comme ça. Et beaucoup de fois, ça ne couvre pas les coûts. Hein? Ah oui? Vous savez? Parce que non, ils ne sont pas beaucoup. Et les souscripteurs, non? Et je fais beaucoup d'échanges. Oui. Je l'envoie à quelques parapsychologues que je ne déteste pas tellement comme les autres. Oui. Alors, parce que j'envoie beaucoup de monde à François Brune et à d'autres gens, et comme ça, vous voyez, à Ernst Senkowski. D'accord. Alors ça, pour couvrir les coûts, c'est pas trop cher, mais ça coûte. Oui, ça coûte, bien sûr, je sais. Ça coûte. On a la réparation, je sais ce que ça coûte. Ça coûte. Ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça coûte oui, ça coûte beaucoup. Et avec les traductions de l'allemand et de l'italien. Oui. Parce que maintenant, je suis en train de publier Carlo Traina, qui est un grand chercheur. Alors ça, c'est difficile et c'est beaucoup de temps. Je pense maintenant à mettre ça semestriel. Oui. Peut-être un numéro. Moins cher, plus gros, c'est ce que Carlos a dit, mon ami. Plus gros et moins de travail parce que c'est beaucoup de travail. Bien sûr. Pas seulement de traduire, mais de se certifier que la traduction est exacte. Parce que nous n'avons pas des traducteurs qui soient proficients dans les langues aussi, dans lesquelles ils traduisent, qui est en ce cas l'anglais, ni dans des langues dont ils traduisent l'italien ou l'allemand. Mon Dieu, l'allemand, oui. Mais il connaît bien l'allemand, oui, mais pas tellement bien l'anglais. Alors il faut corriger tout l'anglais. Et après, c'est pas seulement la langue, c'est aussi la TCI. Quand une traduction n'est pas bien faite, tout se déforme. Tout est déformé, bien sûr. Tout est déformé et changé, oui, c'est ça. Et il faut aussi que le traducteur connaisse bien la technique dont il est question, parce qu'autrement, il va tout traduire de travers. Et ça, c'est moi, la personne qui peut faire ça. Parce que ça m'est arrivé déjà de faire traduire les textes par quelqu'un qui parlait bien la langue, mais qui ne connaissait pas le sujet. Exactement. Il y a, je ne sais pas si c'est ici ou dans le prochain, qui a été traduit par Uwe Hartmann, ce professeur de physique en Allemagne, révisé par sa beau-mère, qui était interprète d'anglais. Et quand même, la traduction, l'anglais était bien. Rien à dire de l'anglais. Mais comme elle ne connaît pas la discipline, il y avait des choses qui étaient complètement hors sujet, on dit. Hors sujet, parce que c'était pas de tout ce que disait Hans Bender ou Socek. Alors ça m'a coûté d'aller dans l'allemand, parce que je sais seulement un petit peu d'allemand, moi. Hein. C'est une langue difficile. Ah, c'est difficile, vous la connaissez un peu. C'est schwierig. Sehr schwer? Ja. Vous m'avez dit tout à l'heure, avant l'interview, que vous aviez fait des expériences scientifiques dans... Oui, on a fait 2 ans d'expérience d'enregistrement, des enregistrements contrôlés dans des environnements acoustiquement, professionnellement isolés.
D'accord. Shielded en anglais. Oui, ou une cage de Faraday ou quelque chose comme ça. Non, parce que les cages de Faraday, non pas cage de Faraday, les laboratoires d'acoustique ici dans l'université de Vigo, par exemple, qui est dans un bloc de ciment, un vrai bloc. D'accord. Cage de Faraday, nous n'avons pas fait parce que une cage. Oui, nous avons fait ils ont une chambre hémi-anéchoïque, ici à l'université, mais nous avons eu un problème avec les ordinateurs et tout s'était cassé. Alors cet expériment, nous ne pouvons pas le... parce que rien n'est... Il y avait un malfonctionnement dans l'ordinateur et tout l'enregistrement, on ne peut rien entendre. C'est tout comme... parce qu'il y avait des croisements de câbles électriques. D'accord. C'est une chambre pour les antennes, vous savez. Ça. Parce qu'une chambre de Faraday, pour être vrai, c'est pas facile. Non, je sais que c'est difficile, bien sûr. C'est une... Bien sûr. Je ne sais pas, même s'il y a en Espagne une. Une. Ah oui. Ces choses, pour être vraiment... C'est comme dire les analyses spectrales, non? Oui. Des voix. Mais les analyses spectrales des voix, il faut que les gens sachent ces choses. Pour être vrai, elles coûtent, pour être, comment on dit, reliable. Oui, authentifié de manière scientifique. Pour être vrai, disons. Oui. Ça coûte $3 500 chacune. Alors on me dit, faites pas des analyses spectrales. Oui, je l'ai fait moi-même, mais je ne publie pas ça. À quoi sert? Oui. Hein? Ça peut décrédibiliser. À quoi sert? Mais si ça vient certifié avec les $3 500 par quelqu'un qui travaille pour la CIA ou le FBI aux États-Unis, oui, ça c'est... Oui, ça vaut le coup, là, dans un cas. Alors, ça, c'est... Mais si ce n'est pas ça, toutes ces choses qu'on publie dans l'Internet, ça n'a aucune valeur. Ça a une valeur pour se faire... une valeur pour soi-même, et pour dire aux autres qui n'ont pas beaucoup de sens critique. Oui. Et moi, malheureusement, j'ai trop de sens critique. Hein. Pour moi, ces choses, ça ne compte rien. Hein, oui, ça compte rien, d'accord. Parce qu'elles ne sont pas valables, quoi. Pour être valable, il faut que quelqu'un signe une analyse pour la CIA ou le FBI. Oui. Et ça coûte $3 500, c'est tout. Ça coûte très cher. 3 000 euros. 3 000 euros. Et encore faut-il que derrière il y ait suffisamment d'éléments pour qu'on puisse... oui, évidemment. Parce que si c'est un petit fragment... non, il faut comparer, il faut tout comparer, pas seulement une fois. Alors, on parle peut-être de 50 000 dollars pour être un travail complètement... convaincant. Complètement. C'est un petit peu ce qu'avait fait Hans Bender avec Friedrich Johansson dans les années 60. Oui, exactement. En Suède et en Allemagne. Je crois qu'après Hans Bender, vous allez voir quand ça sera publié dans le Neuroquantology Journal aux États-Unis. Je crois qu'après Hans Bender, c'est beaucoup plus court, ces analyses des voix de Johansson. Je suis sûre que c'est nos expériences ici, notre report, notre compte rendu, qui est le plus signifiant. Et il sera disponible en France Ça sera disponible après publication en septembre. En septembre, oui. Et alors, après ça... D'accord. Sur Internet, on pourra le trouver? Je ne sais pas, ça dépend du Neuroquantology Journal. Je ne sais pas comment ça va découler, moi. D'accord. Je sais qu'ils l'ont accepté pour publication. Oui. Et c'est un document qui a 50 pages. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est comment. Et il a été réalisé à partir de vos expériences personnelles? Et réalisé par moi. Et par vous. D'accord. Avec Uwe, avec un petit peu de technique, d'appui
technical support, oui. de Uwe Hartmann. Oui. D'accord. J'ai sélectionné, parce que j'étais la directrice du projet, j'ai sélectionné des expérimentateurs en Espagne, au Portugal, des dames qui sont professeurs ici à Aveiro, tout près, qui sont mes amies, moi-même comme expérimentatrice, Uwe Hartmann, et des endroits différents. J'ai dit le laboratoire d'acoustique, un recording studio professionnel aussi, avec différents petits groupes où les expérimentateurs seuls, toujours avec des techniciens d'acoustique présents dans l'endroit. Oui, qui peuvent vérifier au moins qu'on ne commet pas d'erreur de base. Et tout ça, c'est une description minutieuse que j'ai faite dans ce compte rendu, qui s'appelle a two-year investigation of the allegedly anomalous electronic voices or EVP. D'accord. Ça s'appelle comme ça. D'accord. Bah, dis-toi ça. C'était un travail long et laborieux, très long. Je me doute, oui. Et combien de personnes ont participé au projet? Ah, beaucoup, parce qu'avec les techniciens de son et tout ça, peut-être 13, 14, 15. Ah, quand même, oui. Oui, sur une durée de 2 ans, ça a dû vous prendre énormément de temps. En plus, après, il a fallu rédiger le compte-rendu. En plus, écouter les voix. Hein. Écouter les voix. Écouter les enregistrements que nous faisions sur 5 moyens différents. 5 moyens différents. Digital, analogique, avec l'ordinateur, avec des ordinateurs, avec... Je veux dire, écoutez, des milliers de minutes d'enregistrement et les comparer. Et c'est fatigant pour... c'est très fatigant. Bien sûr. Bien sûr. Et alors, votre technique personnelle, quand vous expérimentez, comment faites-vous? Quand j'expérimente, maintenant, je fais comme j'ai toujours fait. Je vais dans mon petit studio qui est toujours ici, dans ma maison, et je m'assois sur le ici, pas ici, en haut, et j'ai mes appareils là, et je commence à parler avec mes communicateurs, et quelquefois ils me répondent, d'autres fois ils ne peuvent pas me répondre. C'est avec un magnétophone simplement? C'est un magnétophone, et je branche 5 radios. Ah oui, pour faire un bruit de fond? Au même temps. En même temps. Qui sont sur 5 stations différentes? Qui sont sur 5 stations différentes. Quelqu'un qui est maintenant assistant de physique à l'université de Santiago de Compostela, qui était aussi un expérimentateur avec des résultats dans la TCI. Maintenant, il ne peut pas dire rien parce que c'est très orthodoxe ici, le climat scientifique, ici en Espagne, très en retard. Hein, moins qu'en France, on vous a prêté un studio à l'université de Vigo. C'est ça, parce qu'il me connaît, Antonio, le professeur, il me connaît, il sait bien que je ne vais pas inventer des choses. J'étais le consul général du Portugal en Galicie, alors il me connaît. Il a déjà écouté mes voix. Il y a, depuis 1998. D'accord. Quand j'étais ici comme consul général, alors il me connaît. Il sait que c'est pas des mensonges ou des inventions. Et c'est pour ça qu'il m'a prêté. Parce que c'est ici. Voilà, d'accord. Bon, la raison, c'est celle-là. Mais j'étais en train de vous dire sur les communicateurs. Alors, ce garçon qui est maintenant un assistant de physique à l'université de Santiago de Compostela, qui a fait ses expériences il y a quelques années, il est venu chez moi, il était encore un étudiant, il a obtenu des résultats intéressants, pas des voix directes, les autres voix sur le magnétophone,
les VP, comme on dit en anglais. Alors, Raoul, qui ne croyait pas aux voix directes de radio, a étudié. Moi, je suis diplomate, je ne suis pas technicienne, hein, et je suis très mauvaise pour les choses techniques, malheureusement. Alors, malheureusement, je dis parce que c'est vrai, malheureusement, je ne peux pas construire des appareils ni rien de ça. Mais il a étudié les fréquences où sont branchées mes radios. Il a découvert ça. C'est aussi publié sur l'ITC Journal. Et je crois que c'est aussi maintenant en anglais parce qu'on l'a déjà traduit dans le website de l'ITC Journal. D'accord, donc on trouve ça sur votre site internet. Oui, sur le site. Alors, il a découvert que toutes ces fréquences que j'ai trouvées en communication avec mes communicateurs, ce sont des fréquences, non? Oui. Réservées pour utilisation par l'État. Ah bon? Alors, on ne peut pas transmettre sur ces fréquences. D'accord. C'est seulement un bruit. Rien de plus. Un bruit de fond, quoi. Un bruit de fond, mais que les voix transforment. D'accord. Parce qu'elles mettent beaucoup d'autres bruits. Oui. Des bruits qui sont vraiment dernièrement très, très difficiles de supporter parce qu'ils sont très aigus. Oui. Ils mettent ces bruits, ils le mettent parce que je branche les radios, il n'y a pas ces bruits. Quand ils vont parler, ça bruit soudainement se déclenche et des choses comme ça. Quand ils terminent de parler, quand ils finissent de travailler, comme ils disent, parce qu'ils me disent qu'ils expérimentent pour pouvoir parler avec quelqu'un dans notre monde qui soit intéressé au contact avec leur monde. Alors, leur travail, en ce qui me concerne, de mes communicateurs à la station Fleuve du Temps, Rio do Tempo, c'est de travailler pour ce but. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous êtes en contact avec des voix qui disent appartenir à un groupe qui est dans l'au-delà, qui s'appelle Rio do Tempo, donc Fleuve du Temps en français. Et vous savez qu'en France, à Lyon, j'avais une amie, Geneviève Tressel. Et elle expérimentait, a commencé à expérimenter après me connaître. Hein. Elle est venue chez moi à Lyon, à Francheville, et je lui ai dit ce que je dis à quelqu'un qui vient me voir. Elle a commencé. Elle a obtenu, je l'ai fait écouter dans un congrès ou deux, une belle voix qui dit exactement ça. Fleuve du Temps. En français. En français, d'accord. Et au Luxembourg, pendant des années, je ne sais pas où ils en sont maintenant, ils ont je ne sais pas non plus. Des messages qui venaient du Fleuve du Temps. Oui, voilà. Zeitstrom. Time stream en anglais. Alors oui, c'est ça. Alors ils me disent qu'ils pratiquent beaucoup avec les voix. Ouais. C'est vrai parce que non seulement ils m'adressent, mais ils répètent beaucoup de phrases et beaucoup de paroles. C'est une très visible exercice de voix. De pratiquer avec la production des voix dont je parlais déjà Gabrielle Alvisi, l'expérimentatrice italienne que vous connaissez. Oui. Elle parle sur ça. D'accord. Et vous avez combien des contacts identifiés? Vous en avez beaucoup ou alors ce sont des voix qui sont toujours différentes? Non, identifiés j'ai beaucoup. Oui. Identifier des gens qui disent c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton oncle Miguel Cardoso mort. C'est très intéressant, mais je n'ai pas pu trouver un oncle Miguel Cardoso. Avec d'autres noms, oui. J'ai beaucoup d'oncles. Mais ma famille est vieille, une vieille famille de la part de mon père qui s'appelle Cardoso. Alors peut-être. J'ai cherché, même dans les archives municipaux. Et il ne peut pas vous aider? Mais ça, c'est le problème. Oui, on demande, on essaie, mais les choses ne sont pas
linéal. Oui, linéaire. Linéal, comme ici, que tu dis ça, et on te dit ça non. Oui. Quelquefois oui, quelquefois non. Oui. La logique n'est pas la même. Non, c'est pas la même. C'est plutôt comme une loi de probabilité, d'une certaine façon. Oui. Alors tout à l'heure... Alors oui, je peux demander, mais d'obtenir une réponse satisfactoire, c'est une autre chose. Peut-être dans longtemps. Parce que si le temps n'est pas le même de l'autre côté, ils vont peut-être se dire « Ah ben je vais répondre » et puis la réponse, vous l'aurez dans quelques années. Dans quelques années, alors que pour... Si, des choses comme ça. Ça peut arriver peut-être. Ça peut très bien arriver. Et tout à l'heure, en discutant, vous m'aviez dit une chose qui m'a étonné quand même. Vous m'avez parlé d'un chien qui vous parle. Oui, pas beaucoup de chiens. Quelques chiens m'ont déjà parlé. La première, c'était ma Nisha, qui est dans le CD. Oui. Vous avez écouté la petite voix qui dit Nisha. Et j'ai écouté, j'ai dit Mamie, parce que je l'appelais Mamie. Elle est née en Inde et j'avais des gens chez moi qui travaillaient, on parlait en anglais et elle répond en français. Oh non, en portugais. Si, j'ai dit Mamie, parce qu'elle a eu des bébés, des enfants. Et j'ai écouté So Anisha, et Anisha, comme ça, et Anisha, 2 ou 3 fois. J'ai écouté, j'ai dit Mamie. Et elle répond, une voix lointaine qui s'en va. Si, oui. Vous l'écouterez sur le CD. C'était Nisha, on pourra peut-être le faire entendre en même temps. Oui, sûrement. Oui. Ah oui. Et je l'ai aussi dans mon ordinateur. Alors, Nisha, et dernièrement, un petit chien abandonné à qui j'ai appelé So, parce qu'il était seul, pas avec mes Doberman, qui parle beaucoup, il dit presque tous les jours, dont j'ai des communications. Et où So? So où So? Je suis So. Oh, c'est So. Avec la mère, avec le père, avec les autres chiens, ou des choses comme ça. Donc, a priori, dans cet autre univers avec lequel on est en communication, les animaux auraient plus de capacité à s'exprimer. Oui, parce que je crois que c'est toujours une communication basée sur les émotions. Oui. Alors, et après, il faut sûrement apprendre à manipuler les ondes pour produire des sons de notre langage humain, non? Mais je crois que ce sont les émotions qui sont à la base de la communication. Alors, dans ce monde-là, dans ce niveau-là de conscience, les animaux, ils m'ont dit ça à la station, Rio do Tempo, il a dit ici, dans Rio do Tempo, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Égaux. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de chef. Nous sommes tous égaux. Il y aura des hiérarchies, je crois, oui. Mais d'une différente ordre. Certainement pas les hiérarchies de l'argent ou du pouvoir, comme ici, ça c'est certain. Peut-être les hiérarchies, peut-être je dis, c'est maintenant moi par là, pas les hiérarchies de l'éthique, mais une éthique d'un niveau très haut. Oui, spiritualité. Oui, comme ça. D'accord, très bien. Eh bien, merci. À vous, c'était un plaisir de vous voir avec Sylvie ici chez moi. Merci. Et si vous voulez, on peut monter, je me fais voir volontiers, votre on va voir le... Demain, c'est un jour où je ferai mes expériences. C'est toujours les jeudis et le dimanche. Et les dimanches. Alors, on va aller voir ça. On va y aller voir.